On va ouvrir le deuxième volet de notre discussion, messieurs, si vous le voulez bien, en s'intéressant à l'étude commandée par la société MDA. Il s'agit d'un focus 2023 sur les ETA. Qui sont-ils? Quelles sont leurs activités, leur processus d'achat? On voit ça avec vous, Arnaud Poncelet, avec quelques slides. En quelques mots, d'abord, rappelez-nous quels sont les objectifs et la méthode retenue. Bien. Alors, je vous remercie. Les objectifs, finalement, vont être traités en 3 chapitres. Un premier objectif est de dégager les profils, découvrir les ETA, précisément dans un monde qui est en évolution, faire une image, un point d'arrêt, c'est tout à fait intéressant. Le deuxième objectif sera de caractériser leur processus d'achat. Et enfin, nous allons faire un focus sur les prestations A à Z, ou full service, ou prestations complètes, qui nous intéresse toujours davantage. La méthode, c'est une méthode éprouvée qui comporte 200 interviews réalisées au téléphone, donc c'est un CATI. Chaque interview est calculée sur une moyenne de 20 minutes. Et les recrutés, le recrutement se fait à partir d'un fichier national de qualité qui représente l'ensemble de l'univers. Donc, tirage aléatoire dans ce fichier, c'est nous assurer que les résultats seront représentatifs. 3 régions, nord-ouest, sud-ouest, nord-est, qui sont prises en compte, et un ensemble de tris de segments qui seront étudiés, pertinents, qui permettent de mettre en avant des différences par rapport à l'une ou l'autre de ces sous-populations. Donc, le segment de l'activité d'exploitant agricole, l'âge évidemment, les types de travaux qui sont réalisés, le salariat, important, les prestations complètes, donc le A à Z, et puis aussi le niveau de chiffre d'affaires. Alors Arnaud Poncelet, qu'est-ce que vous avez appris sur les entreprises de travaux agricoles en 2023 ? Qui sont ces entrepreneurs et comment les définissez-vous ? Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneur, c'est une population aujourd'hui qui est en rajeunissement. Ça, c'est très, très intéressant. En agricole, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe généralement, mais sur cette étude, on est sur un âge moyen de 46 ans. C'est donc le premier tableau qui se trouve à gauche, alors qu'il y a 10 ans, on était plutôt à 49 ans. Donc on a vraiment un rajeunissement. On a des entrepreneurs qui sont de plus en plus formés, puisque si on compare 2013 à 2023, par exemple, BTS, on passe de 17 à 25%. À l'opposé, CAP, BEP, BEPA, on passe de 55% à 27%. Donc on a vraiment une population qui se forme et qui avance dans la connaissance des questions liées à l'agricole. Et en fait, enfin, l'expérience professionnelle qui reste relativement stable, alors que la population se rajeunit. Bon, on note quand même une différence, puisqu'on passe de 22 ans à 19 ans. L'ETA, c'est une entreprise, c'est une activité qui est rattachée à l'exploitant, à l'activité d'exploitant agricole. Donc la question a été de savoir, finalement, dans quelle proportion les ETA ont une activité d'exploitant agricole. 2/3 des ETA, j'arrondis les chiffres, ont une activité d'exploitant agricole. Ce qui est notable, c'est que déjà en 2013, on était quasiment sur ce niveau de 2/3. Si on regarde le pendant de la population, c'est-à-dire la population agricole, dans la population agricole, on a 10% des exploitants agricoles qui trouvent dans l'activité d'ETA une source de diversification. Donc, on est sur une activité de service agricole qui est enracinée dans l'exploitation agricole, mais qui est en train d'évoluer vers un entrepreneuriat plus indépendant, plus coupé de l'exploitant agricole.
Observons maintenant les domaines d'activité de l'ETA. Un premier graphique à gauche qui illustre bien que les travaux agricoles pour les ETA, c'est l'activité la plus représentée, et ce de manière stable, puisqu'on est actuellement à 90%, on était à 88% en 2013, à la marge d'erreur près, on peut dire que c'est stable. On voit aussi, et ça c'est intéressant, une diversification vers d'autres activités. L'entretien d'espaces ruraux, travaux publics, travaux forestiers, transports, travaux vitiherbaux. On note qu'en 2013, toutes ces activités étaient autour de 1 à 4%, grosso modo. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus significatif. Donc c'est un élément intéressant à prendre en compte. Quand on regarde l'importance des travaux agricoles dans l'activité d'ETA, on est là aussi sur quelque chose qui est stable. 52% en 2013, 52% aujourd'hui. Si on focus les travaux agricoles qui sont réalisés par les ETA, donc on descend d'un cran, on regarde seulement les travaux agricoles, eh bien on note qu'il y a assez peu d'évolution en 10 ans, que l'activité récolte, elle reste toujours à un haut niveau, et puis finalement un niveau qui est stabilisé, et que, bon, aux petites modifications qu'on peut observer, quelles que soient les activités, on est sur les mêmes chiffres. Un point important, le salariat au sein des ETA. On a une évolution qui est très nette d'une augmentation du nombre de salariés au sein des ETA. 2013, 3 salariés, 2019, 4 salariés, et aujourd'hui, 2023, en moyenne, donc plus de 5 salariés. Donc on a vraiment, c'est un élément très très intéressant à prendre en compte dans la connaissance des ETA, très important, parce que finalement, on a des acteurs qui, d'un statut de gestionnaire de solutions techniques, ajoutent actuellement des compétences de manager de ressources humaines. Ça, c'est aussi un élément essentiel. Avec une notion de salarié permanent, une notion de saisonnier. Intéressons-nous au niveau d'activité, au chiffre d'affaires. Dans la suite logique finalement de ce qui vient d'être découvert, on a des chiffres d'affaires qui sont disparates, puisqu'on a quand même des chiffres d'affaires à moins de 250 000 pour 35%, mais on a 13% qui ont plus d'1 million de chiffre d'affaires. Donc on voit très bien que, là encore, on a l'illustration d'une population, d'une activité qui est administrée par une population qui n'est pas homogène. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir, Arnaud ? Oui, alors, dans la suite logique de tout ça, je dirais qu'on a deux modèles aujourd'hui. On a l'agriculteur, enfin le modèle de l'agriculteur qui est autant agriculteur que TA. Bon, statut qu'on peut penser temporaire, qui va être conduit à évoluer, soit vers le deuxième profil, soit à disparaître. Et on peut trouver toute multitude de raisons qui font qu'il n'y a pas le choix. Il y a trop de contraintes qui vont arriver, qui vont se greffer, qui font qu'il y a nécessairement une direction à prendre pour un chef d'entreprise aujourd'hui par rapport à son activité ETA. Le deuxième profil, ce sont de véritables entrepreneurs, gros employeurs, et donc confrontés aux contraintes et exigences entrepreneuriales, tournés vers le développement de leur activité, donc qui ont aussi le souci de développer leur activité, qui sont des acteurs incontournables de l'agriculture, à la recherche de diversification, tournés vers d'autres activités. Avant de poursuivre, j'indique aux internautes qui nous suivent, aux journalistes, de ne pas hésiter à nous envoyer leurs questions, leurs réactions à la suite de tout ce qui s'est dit depuis le début et sur cette étude intéressante et essentielle. On va parler des services agricoles qui sont portés par les ETA, qui nécessitent forcément une mécanisation importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur ce sujet, Arnaud ?
Alors l'étude du processus d'achat passe en premier lieu par la source d'information, la source de conseil dans un processus d'achat, vers qui se tourner, où trouver de l'information crédible. Aujourd'hui, finalement, on a deux types de sources principales. Un premier lot de sources qui est constitué par les concessionnaires, les constructeurs, les collègues et les salons professionnels. Ces 4, sources étant citées par, on va arrondir, autour de 70% des répondants. C'est assez homogène. Et on a un deuxième lot qui est un petit peu en retrait, Internet et la presse professionnelle. Donc, quelque part, une recherche qui s'articule vers des sources de type communication et vers des sources de type professionnel, relationnel. Voilà. Si on fait un petit focus sur Internet, Internet, pour 50%, c'est les moteurs de recherche, certainement Google en tout premier, la vidéo, les vidéos, les sites web professionnels agricoles, les sites de constructeurs, les réseaux sociaux et la Fédé. Et quand on regarde, si on fait un focus sur les sites web professionnels, AgriAffaires qui arrive devant avec 44%, Internet 31%. Donc on a quand même un site qui tire vraiment tout pour lui, et puis derrière, un ensemble d'autres sites qui sont à des niveaux intéressants, puisqu'on est quand même sur du 20, 25, 30%, donc ce n'est pas négligeable. Mais on a quand même un site qui tire les consultations sur Internet. L'autre aspect du processus d'achat, le cycle d'achat. Bon, eh bien, c'est très très clair que la période octobre et même novembre, décembre, janvier, février aussi, c'est la période essentielle. C'est là où quasiment tout se joue. Et je souligne autant en réflexion, on pourrait se dire la réflexion anticipe et se passe à un autre moment, mais non, autant en réflexion qu'en commande. Ça, c'est peut-être un petit peu différenciant par rapport à d'autres secteurs. Processus d'achat, le mode de financement. On s'est focalisé sur l'achat du matériel agricole neuf. On a finalement trois sources. L'achat classique pour 81% au cours des 3 dernières années. On a focus sur les 3 dernières années. L'achat classique, tout ce qui est location, alors que ce soit chez un concessionnaire, chez un loueur professionnel type Black Sam, chez un confrère, ou alors entre professionnels sur un site. La location aujourd'hui, ça concerne 41% des ETA. C'est là aussi peut-être un enseignement intéressant à noter et nouveau. Et le leasing en 3e position, finalement, à 35,5%, mais qui est quelque part légèrement rétrogradé. On évoque les acheteurs de matériel agricole neuf, peut-être ? Oui. Donc, ce graphique pour nous présenter la proportion d'acheteurs par catégorie de matériel. Donc, en premier lieu, c'est effectivement le tracteur de forte puissance, les outils de travail du sol, le semoir, la moissonneuse, qui arrive en 4e position, donc pulvérisateur et puis un ensemble de matériel. Il suffit de lire la diapositive et vous trouverez l'ensemble la position des différents types de matériel. On va focuser sur les tracteurs de forte puissance pour illustrer les tendances qu'on a notées dans finalement toutes les catégories de matériel étudié. On en étudie une douzaine. On ne va pas les passer tout en revue. Donc on va simplement regarder sur tracteurs de forte puissance ce qui se joue. Les tendances qu'on observe sur tracteurs, on peut
les appliquer sur quasiment, et même sur la douzaine de types de matériel qu'on a étudiés. Bon, vous avez sur le premier graphique en haut le pourcentage d'utilisateurs en achat neuf, donc on est à 89,5%, donc ça concerne quasiment les 200 ETA qui ont été interviewés. Et si on regarde la proportion des utilisateurs qui ont réalisé un achat, qui réalisent un achat une fois tous les 5 ans ou plus souvent. Donc on se concentre sur le cœur de cible, parce qu'effectivement, dans la population des tracteurs de forte puissance, il y a aussi une partie d'ETA qui n'est pas du tout dans ce schéma, qui est sur un rythme de renouvellement qui est beaucoup, beaucoup plus long. Donc, mais là, sur le cœur de la cible, on s'aperçoit de 3 choses. Une intention d'allonger les durées d'amortissement. Ça, c'est essentiel et ce n'est pas négligeable. On est autour, si on regarde toutes catégories confondues, on est à 35%. Là, sur tracteur, on est à 36%. Donc, vous voyez un petit peu les choses. Ce n'est pas négligeable. C'est certainement à mettre en relation avec les conditions économiques actuelles, l'environnement, la difficulté qu'on peut rencontrer. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être conjoncturel, mais en tout cas, c'est ce qui a été observé cette année. Le prochain renouvellement, vous avez pour cette année 14% des répondants qui ont un projet, 18%, 19% presque dans un an. Donc on voit très clairement que c'est peut-être compliqué, mais il y a un vrai dynamisme dans ce secteur et que ça reste quand même un secteur moteur. Mmh. Et quand on regarde en quoi va se faire le renouvellement, le prochain renouvellement, on voit que Occasion est quand même à 15%. Et on voit apparaître l'allocation à 3% sur les tracteurs. L'allocation ne concerne pas tous les matériels. L'allocation, ça n'intéresse que les ensileuses, les presses, les faucheuses et les moissonneuses, et le tracteur, évidemment. Pour les autres types de matériel, on ne parle pas de location. Donc voilà un petit peu, je dirais... Alors avant de faire un focus pièces détachées et pièces d'usure, un mot sur les outils de travail du sol, peut-être Les outils du travail du sol, comme les semoirs, s'inscrivent vraiment dans la tendance observée sur tracteur. Bon, je pense qu'on va passer directement sur les pièces détachées, très bien. Pièces d'usure. Donc les pièces détachées et les pièces d'usure hors contrat de garantie, aujourd'hui, la source principale d'appro, c'est le concessionnaire de matériel agricole, pour 93%. Également, pour 2/3, se tourner vers le fournisseur spécialisé type Landa, Granit, Cramp, directement chez le constructeur de la machine concernée pour 52%, et aussi sur plateforme web type Agriconomie ou autre, pour 1/3. Donc on a aujourd'hui un univers pièces détachées, pièces d'usure, multi-entrées, et on peut imaginer que le concessionnaire bataille certainement pour garder ses positions. En tout cas, il y a de la concurrence. Alors que faut-il retenir, Arnaud, à ce stade de l'étude ? Alors, ce qu'on peut retenir, le rôle essentiel des concessionnaires dans le cadre de renouvellement de machines agricoles, les constructeurs, les collègues, bon, ça c'est très très intéressant. Tout près aussi les salons professionnels, c'est indéniable. Le financement, on voit qu'on est sur des schémas classiques pour la plupart du temps, mais on voit apparaître l'allocation qui est un vecteur significatif aujourd'hui. Bon, je dirais que la durée d'amortissement, c'est aussi qui va s'allonger, c'est essentiel. L'occasion aussi, la place de l'occasion est significative. Donc voilà un petit peu l'essentiel. Mmh.
Abordons le dernier point de cette étude. Parmi l'offre de services ETA traditionnels est apparue depuis quelques années une offre de prestations complètes, encore appelée full service, vous en disiez un mot tout à l'heure. Il s'agit de prendre en charge l'ensemble des travaux agricoles d'une exploitation, depuis la mise en place du semis jusqu'à la récolte. Qu'est-ce que vous avez observé à ce sujet, Arnaud Poncelet? Alors, la première question, c'était finalement que représentent ces ETA à prestations complètes au sein de l'ensemble des ETA? Eh bien, aujourd'hui, cette étude confirme finalement qu'il y a une forte implantation, puisqu'on est à 50% des répondants qui nous annoncent des prestations complètes au sein de leur entreprise. Ce pourcentage était déjà de 34% en 2013 et monté à 54% en 2019. Bon, aux marges d'erreur près, on peut penser qu'on arrive à une stabilisation de la part des ETA qui réalisent des prestations complètes. Ces prestations complètes, aujourd'hui, pèsent 43,5% dans leur chiffre d'affaires. C'était 32% en 2019, c'était 25% en 2013. Donc on a, a priori, une stabilisation de la part d'ETA qui réalisent cette prestation, mais au sein de ces ETA, le niveau de prestations rattachées, le niveau de chiffre d'affaires rattaché à ces prestations est en progression. Avec des différences significatives, on s'aperçoit que ça concerne essentiellement les moins de 50 ans, qui ont une activité d'exploitant, évidemment, qui ont 2 salariés ou plus, qui ont des chiffres d'affaires de plus de 500 000 euros et qui sont plutôt plus localisés dans le Nord-Ouest. Et pour ce qui est des prestations complètes et intrants, Arnaud Poncelet? Alors, question très, très intéressante, parce que finalement, prester jusqu'où prester? Quand on parle d'une prestation complète, on peut se poser la question, et les intrants? Comment les choses se passent au niveau des intrants? Ce qu'on observe, ça c'est quand même intéressant, c'est que, en fait, finalement, on a 3 strates. On a 13% des ETA qui choisissent et décident. On en a 32% qui conseillent l'agriculteur, qui discutent, qui partagent, mais l'agriculteur décide. Et puis on a 55% qui prestent selon les directives du client, donc qui n'ont rien à voir dans les intrants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Et en termes de choix des intrants, que ce soit en termes de produits ou d'aspect réglementaire, c'est la COP Négoce qui est le référent pour l'ETA, à 75%. Pour ce qui est des prestations complètes et de l'agronomie, Arnaud? Alors c'est une question aussi, une bonne question qui est apparue, c'est-à-dire que finalement, pour réaliser des prestations complètes et porter des prestations complètes, sur quelles connaissances agronomiques s'appuie-t-on? Y a-t-il un besoin d'appui, de soutien en termes de connaissances agronomiques chez les ETA? 80% des ETA, donc qui réalisent des prestations complètes, se disent aptes à porter les questions agronomiques dans leur domaine d'intervention, évidemment. Mmh. Donc on est sur des entreprises qui ont vraiment en main les connaissances, qui sont ouverts à la discussion et qui ont les ressources outils et aussi les ressources humaines. Donc, prestation complète, ça a vraiment un sens. Mmh. Et si on se projette un peu, quelle évolution attendre? Quid des prestations complètes demain, Arnaud Poncelet? Alors, on peut penser qu'il y a une double tendance qui se dessine. Quand on regarde le tableau de gauche, on s'aperçoit que parmi ceux qui réalisent des prestations complètes, donc la centaine de répondants,
vous en avez 41% qui sont dans une logique et qui pensent se développer. Donc qui ont une attente élevée de développement en full service. Si on regarde au contraire ceux qui n'en font pas aujourd'hui, on en a très peu, puisqu'il y a 1% qui ont vraiment intention d'aller vers un projet de prestation complète. Ce que je pense pouvoir démontrer par ces deux diapos, c'est qu'en fait, on a une fréquence d'ETA qui propose des prestations complètes qui est en train de se stabiliser. On l'a déjà vu auparavant dans d'autres diapos. Avec un niveau d'activité qui va monter. Donc on peut penser que demain, on va avoir une strate d'ETA qui va se spécialiser, qui pourrait se spécialiser sur le full service. Avant vos propos conclusifs, Arnaud Poncelet, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette offre full service ? Alors, je dirais que cette offre full service, on est sur des choix, alors je vais redire un petit peu ce que j'ai dit, mais on est sur des, on est au carrefour de différents segments. D'abord, elle est évolutive. Les choses sont en train de se dessiner. L'agriculteur peut trouver dans cette offre ou bien un prestataire qui peut prendre en main, y compris les décisions de parcours culturel, d'intrants et autres, ou bien un prestataire qui peut jouer un rôle de prescripteur, ou bien un prestataire qui est simplement prestataire et qui finalement suit ses directives. Donc on est sur une offre qui est ouverte et qui donne le choix à l'agriculteur. C'est, à mon sens, très intéressant. Un agriculteur, il a des besoins complètement différents selon qu'il est jeune agriculteur ou selon qu'il est en fin de parcours. Disons qu'il y a une multitude de situations d'agriculteurs. Et aujourd'hui, l'ETA en prestation complète, ça peut apporter une réponse à toutes ces situations. Ça, je pense que c'est l'essentiel. Après, non, c'est l'essentiel et je crois qu'il faut en rester sur cette idée. Arnaud Poncelet, pour conclure sur cette synthèse que vous avez réalisée de cette étude, est-ce qu'on peut dire que l'activité d'ETA se dessine à travers 3 modèles ? Oui, tout à fait. La question initiale était finalement qui sont les ETA en 2023 ? Cette étude permet de classer l'activité ETA selon 2 + 1 modalités. La première modalité, c'est une ETA qui est autant agriculteur qu'ETA, donc un statut temporaire, on a vu, et qui finalement n'a que possibilité d'évoluer ou de disparaître. Une deuxième modalité, ce sont de véritables entrepreneurs, donc grands employeurs avec toutes les contraintes de l'entrepreneurial. Et puis la troisième modalité, c'est ce nouveau développement du full service, donc qui est peut-être le tournant de demain. Et chacune de ces activités ont pour chacune des attentes, des besoins qui sont propres, qu'il faut bien discerner si on veut bien les servir. Merci beaucoup Arnaud Poncelet pour cette présentation. Gérard Napias nous écoutait très attentivement et on a envie de le faire réagir. Quelle lecture vous faites, vous, Président, des résultats de cette étude ? Je suis besoin de contredire les propos de M. Poncelet, puisque nous avons un panel d'ETA qui sont de plus en plus jeunes, qui sont innovants et qui répondent à une demande. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous faisons de la prestation de services, nous répondons à une clientèle qui évolue et qui cherche peut-être, je le disais tout à l'heure, autre chose dans le lien de la prestation. Oui, il y a
grosse partie des prestations qui sont totales, soit liées à l'agriculteur, soit liées au propriétaire foncier, il ne faut pas l'oublier. Et derrière, nous avons des entreprises qui sont à la carte et qui répondent à une demande particulière de tel ou tel agriculteur qui ne souhaite pas investir ou qui n'a pas le temps également de faire cet acte de travail. L'étude le montre la réalité du terrain. Lorsqu'on parle qu'on cherche à amortir sur un plus grand nombre d'années, c'est surtout lié au coût du matériel qui a explosé, avec certes des équipements nouveaux, des équipements utiles, certains peut-être un peu moins, mais cela fait que le matériel a des coûts importants et de les rentabiliser comptablement parlant ou également les rentabiliser par rapport à la longueur de vie de ce matériel, il est important maintenant de passer de 5 à 6, 7 ans d'amortissement et c'est dans toutes les logiques. Et au bout de 7 ans, le matériel, il est toujours viable et toujours peut être employé et même repris par d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est des points. La jeunesse qui est apportée dans l'étude qui a été réalisée, certes, elle fait partie du renouvellement du monde agricole et on retrouve le même panel dans les agriculteurs. On a des jeunes qui s'installent et qui prennent 2 ou 3 exploitations qui se retrouvent avec une plus grande exploitation. C'est-à-dire que la surface à traiter est sensiblement la même. Alors, il y a des régions de France, bien sûr, où il y a un peu d'abandon, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Mais derrière, il ne faut pas penser que le changement de génération entraînerait des pertes d'exploitation. Il y a un regroupement qui se fait, mais la marge de manœuvre autre, elle est minime. Par contre, l'appel à la prestation, on ne fait que répondre à une demande. Je ne vois pas l'entrepreneur qui prend sa sacoche et qui fait le tour des agriculteurs pour vendre sa prestation. Bien entendu, cela se fait, mais c'est surtout le contact, le lien, la convivialité que l'on peut retrouver entre l'entrepreneur et l'agriculteur qui fait que le développement de la prestation de services s'exerce aujourd'hui. Merci.